Donc, Xavier Casino travaille à l'IMM, c'est un neurologue confirmé, et il va nous expliquer comment il fait pour envoyer à domicile des patients qui ont des chirurgies musico-prostatique et rénale majeure, quand on sait que c'est une discipline où les vieux comme moi sont habitués à mettre des sondes. Il va nous expliquer tout ça. Merci. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, merci de m'avoir convié pour cette séance. Alors, brièvement, je vais reprendre un certain nombre de points qui ont déjà été évoqués, qui ne sont pas propres à l'urologie, mais je vais essayer d'insister sur quelques singularités de l'urologie. Alors, brièvement, le court séjour en urologie, les facteurs favorisants et limites. Je vais essayer de reprendre ensuite pour les 4-5 principales chirurgies majeures. Pour le patient, c'est vrai qu'en urologie, c'est plutôt les comorbidités plus encore que l'âge, parce qu'on voit que l'âge n'est plus forcément une limite. C'est vrai que du fait des risques de caillotage d'hématurie, la présence d'anticoagulants triangulaires est un problème. Et ça, c'est vrai que c'est un facteur qui potentiellement peut être limitant pour nous, pour faire sortir rapidement les jambes, parce qu'on ne va pas faire sortir quelqu'un avec des lavages à domicile, par la sonde vésicale. Il y a les patients ceux qui ont des sondes déjà à l'entrée, qui sont effectivement des facteurs limitants. On le verra notamment pour les niveaux, puisqu'on va parler de l'aspect économique qui est non négligeable. Et puis bien évidemment, ça a déjà été évoqué, la question de l'information d'amont, parce que c'est quelque chose effectivement en partenariat avec le patient. Il faut que le patient soit réellement informé, soit consentant, et qu'il y ait une véritable coopération et participation du patient pour pouvoir le faire sortir relativement rapidement à domicile. Le deuxième point, c'est le facteur lié à la pathologie. C'est plus en urologie la lourdeur de la chirurgie que la doublure opératoire. Je pense que c'est probablement la même chose pour d'autres spécialités. La doublure opératoire n'est plus un facteur majeur dans le retour à domicile, c'est plus la lourdeur de la chirurgie avec les gestes qui ont été réalisés. Et puis bien sûr, c'est sur la prise en charge, c'est bien évidemment le binôme chirurgien-anesthésique avec à la fois l'utilisation de technologies innovantes et l'expertise. Il faut bien sûr les technologies innovantes en chirurgie, on le voit notamment en urologie avec la robotique et les nouvelles endoscopies, et également l'expertise, parce que la robotique, c'est pas de la robotique, en fait c'est la cystoscopie assistée par robot. Le jour où il y aura du robot qui opérera tout seul, ça viendra, mais c'est pas encore ça, donc il y a encore besoin de l'expertise du chirurgien. Donc on utilise la nouvelle technologie, donc il faut l'expertise chirurgicale plus la nouvelle technologie, et puis c'est la même chose pour l'anesthésie. Notamment, alors bien sûr, je vais parler sous le contrôle de notre collègue anesthésique. C'est vrai que le sentiment que j'en ai avec les temps discutés avec l'anesthésie, c'est qu'il y a effectivement deux points majeurs. C'est le monitorage effectivement adapté, avec notamment utiliser le plus possible de médicaments à domicile courte, notamment pour les morphiniques et les hypnotiques, et effectivement qui permet un réveil plus rapide. Et puis la combinaison, souvent aussi en utilisant l'urologie, avec les anesthésies locales, qui diminue les douleurs, donc qui diminue donc la nécessité de requérir à des morphiniques et permet de réduire le risque de nausée, effectivement de transit et respiratoire. Ensuite, une fois qu'on a fait tout ça en PEROP, effectivement, il faut qu'il y ait le protocole post-opératoire de la répression précoce, et j'insisterai là encore, mais je crois que c'est pas propre à l'urologie, au travail d'équipe. C'est pas seulement le médecin et le chirurgien anesthésiste, c'est aussi les aides-soignantes, des infirmières et tout le monde pour contribuer au lever précoce, à l'alimentation, à un discours aussi qui va être rassurant pour le patient, donc c'est un vrai travail d'équipe. Bien évidemment, il n'y a pas de reprise de retour à domicile rapide s'il y a des complications, donc c'est une évidence. Et puis, ça a déjà été évoqué, je ne vais que le répéter, la qualité et la continuité du suivi d'aval, dont on a déjà parlé, et qui effectivement est essentiel d'organiser le suivi, et que les gens sachent exactement quoi faire avec des consignes et un lien avec notamment la médecine de vie. Et puis enfin, ça paraît incongru, mais c'est très important, dans notre pratique quotidienne, et pour avoir eu la chance de travailler dans 3 types d'établissements, le public, le libéral et l'ESTIC, je vois qu'effectivement l'économique il est essentiel et qu'on essaie de favoriser le retour au précoce à domicile. On voit bien qu'il y a des contraintes propres au plan médico-économique, notamment la valorisation certes de moyens ambulatoires, mais qui est parfois récente. Il y a encore quelques années, il y avait des tarifs ambulatoires qui étaient plus faibles en urologie, et je crois que c'est le cas dans beaucoup de spécialités que l'hospitalisation classique. Et puis, la question des courts séjours, on nous dit qu'on a supprimé les bords de basse, on les a supprimés pour beaucoup de niveaux en urologie, mais elles existent en niveau 2, et donc finalement, il y a un certain nombre de patients, pour peu qu'ils aient un certain nombre de pathologies en préopératoire, si on les notifie, on est obligé de les garder à son début. Donc c'est totalement contradictoire avec le fait de les faire sortir rapidement. Donc là, il y a quand même des contradictions qui sont évidentes et qui sont limitantes, et on est obligé de faire attention à ces considérations. Alors, chirurgie majeure en urologie, j'ai mis de côté tout de suite les chirurgies rares, lourdes, les curages aortiques pour les cancers de testicules, les thrombus cancer du rein, c'est une particulière, les lithias coraliformes, mais c'est vrai que
les bivalves, on n'en fait plus beaucoup en France. Les prolapsus, je ne considère pas ça vraiment comme de la chirurgie lourde. Donc j'ai considéré les exérèses des très gros adénomes et puis toute la partie cancérologique, que ce soit prostatectomie radicale, néphrectomie ou cystectomie. Alors brièvement, sur le retour précoce pour les volumineux d'adénome de prostate. Alors volumineux, c'est variable. Moi, je considère que volumineux, c'est plus de 120-150 grammes. Au-dessous, c'est plus classique. C'est vrai que la chirurgie abdominale, on a longtemps fait, on peut faire encore la voie haute. C'est vrai que de plus en plus, on a développé l'adénectomie celluloro-robotique, mais effectivement avec un coût qui est non négligeable. Et puis surtout, maintenant, la clé, c'est la voie endoscopique, avec soit des techniques bipolaires, avec différentes anses que vous pouvez voir ici, donc soit des anses un peu champignons qui permettent de faire la vaporisation ou la nucléation, ou des anses de résection bipolaire. Et puis les énucléations complètes, donc en un lobe ou en deux lobes, avec différents types, soit de la bipolaire à nouveau, soit des petites techniques de laser, holmium ou green light. Je ne rentre pas dans la comparaison, puisque chacun défend sa technique, et aujourd'hui ce qui compte, c'est d'aller de plus en plus vers des voies endoscopiques. Si on regarde finalement un peu la littérature dans les guidelines par exemple, européennes, eh bien, on voit qu'effectivement aujourd'hui, finalement, pour les volumes, alors limiter le cut-off des gros volumes à 80 millilitres, plutôt le mettre à 100, 120 ou 150, on peut à peu près tout faire. En fait, on va de plus en plus vers les techniques mini-invasives et notamment endoscopiques, beaucoup plus que les voies abdominales, même si elles sont par voie cystoscopique ou par robotique. Et si on fait un peu une méta-analyse rapidement, j'ai regardé un peu sur la littérature, les AVH en moyenne avec les voies hautes, c'est quand même 5 à 7 jours de durée moyenne de séjour, avec un coût qui est faible. Le robot, effectivement, voie abdominale, c'est lié au robot. Alors le robot, c'est plus court, mais il y a un coût qui est très élevé. Et puis, tout ce qui est ensuite, par contre, qui est préféré, c'est effectivement tout ce qui est résection vaporisation bipolaire, voire les énucléations bipolaires ou laser qui permettent de réduire les DMS et de réduire le coût, à condition de soit en ambulatoire. Sinon, on a le coût de la fibre laser et le coût de la fibre bipolaire qui n'est pas très rentable si les gens restent 1 ou 2 jours. Donc finalement, si on reprend rapidement les principaux points, pour le patient, c'est vrai que la chirurgie d'adénome, les gros adénomes, les problèmes de patients qui ont des anticoagulants antérieur-plaquettaires et qu'on ne peut pas suspendre, ça c'est un vrai problème, effectivement, et donc ça nous limite dans la possibilité de faire sortir rapidement ces patients-là. La prise en charge des spécificités sur l'adénome, chirurgie anesthésie, l'anesthésie surtout maintenir la tension artérielle basse en opératoire. Les technologies, on en a parlé, c'est bien évidemment pour ce type de chirurgie, principalement les suites d'hématurie, de caillotage, qui font qu'on ne peut pas laisser sortir un patient pour lequel il y a des lavages qui sont nécessaires, et on peut laisser sortir un patient précocement s'il a des urines qui sont claires. Donc ça limite un petit peu les sorties précoces. Et puis bien sûr le suivi après, au moment de la reprise anticoagulante. Le médical post-op, on l'a parlé, je ne reviens pas. Sur le médico-économique, un exemple frappant, enfin 2 exemples frappants. L'ambulatoire, c'est depuis 1 ou 2 ans un tarif de niveau 1, donc là pas de problème, on pousse à faire l'ambulatoire. Par contre, pour quelqu'un qui aurait une pathologie préopératoire qui serait éligible pour un niveau 2, je prends l'exemple d'une arythmie par FA, il n'y a pas de borne basse officielle. Sinon, le patient est automatiquement, par les critères, rétrogradé en niveau 1 si le séjour est inférieur à 3 minutes. Donc en fait, c'est absurde, donc c'est une borne basse qui est cachée. Donc finalement, à ce moment-là, il ne faut pas noter qu'il y a une arythmie par FA. Si on le note, eh bien, automatiquement, on n'aura pas la valorisation du niveau 2 dans la version du niveau 1. Donc ça n'incite pas à réduire les saisons. Donc il y a quand même une chose très absurde. Sur la prostatectomie radicale, qui est quand même l'intervention plutôt la plus technique probablement chez nous, c'est la plus lourde, on verra avec la cystectomie. Bien évidemment, sur pour le patient, la petite singularité, c'est l'information de préop, notamment sur la gestion de la sonde vésicale. Je me souviens que quand on avait commencé, en arrivant à Montsouris, après avoir quitté la porte de Choisy, quand on est arrivé avec Guy Valencien et l'équipe à Montsouris, on avait dit on allait faire sortir les gens avec les sondes. Je dois dire que j'étais plus jeune et j'étais probablement le plus réticent en disant ça ne va pas marcher, les gens ne vont jamais accepter. Et je dois dire que Guy, une fois de plus, avait raison. Il a dit si, on va leur expliquer avant et ça va se passer. Et en expliquant aux gens clairement avant qu'il n'y aurait pas de problème, si le discours est clair et rodé, les gens acceptaient, les gens qui ne venaient pas d'assez loin, de sortir avec une sonde vésicale au bout de 3 jours. À l'époque, c'était 4-5 jours. Et donc de faire enlever la sonde à domicile. Et pour certains, si on peut revenir, faire enlever la sonde. Donc effectivement, c'est possible. Il y a un discours en amont à avoir. Sur la partie de prise en charge, les technologies de vente, c'est vrai que le robot a clairement permis, notre expérience, de diminuer la durée, d'améliorer la qualité, il y a le monitorage. Il y a un problème nouveau qui est apparu depuis 5-6 ans, c'est le problème des curages extensifs. Puisque dans les recommandations aujourd'hui en cancer de prostate pour les cancers de risque intermédiaire et élevé, les hauts risques, on est tenu de faire des curages qui ne sont plus non seulement des curages obturateurs, mais des curages extensifs. Et quoi qu'on en dise dans les congrès, il est quand même clair que les curages extensifs, ça a des complications, ça crée des lymphourées. Nous, c'est probablement la cause majeure de retour des patients. Et donc, c'est vrai que ça amène à laisser le drainage, ce qu'on ne fait pas pour les autres patients, et avec des lymphories qui peuvent persister.
Pour autant, on doit pouvoir arriver, c'est ce qu'on arrive à faire globalement, à faire sortir les gens à J2, J3 avec la sonde, avec une sonde qui est enlevée à domicile, en règle générale à J7, J8. Et puis là, vous avez quelques exemples. En médico-économique, ben voilà, le niveau 2, si quelqu'un a une arythmie opératoire ou un diabète compliqué, même équilibré, on est obligé de le garder 4000. Sinon, l'hôpital perd de l'argent. Ça est complètement absurde. Et alors, s'il était en plus infecté sur une sonde urinaire, même si c'est une bactérie asymptomatique, les niveau 3, il faut garder 6000. Donc, tout ça est complètement absurde. Alors, je vous dis un petit exemple de notre expérience. Donc au début à la porte de Choisy, quand on est arrivé en 99 à Montsouris, on avait commencé beaucoup en laparoscopie, puis on a commencé la robotique en 2001, on a surtout accéléré en 2005. Alors c'est vrai qu'il y a une particularité pour le retour à domicile, c'est que nous on a une provenance de patients qui est particulière, qui est de 15% de Paris intramuros, 45% hors Île-de-France, ce qui quand même fait que parfois on est assez regardant à se dire où vont aller les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire s'ils n'en fait pas, il faut quand même considérer ça. La révélation précoce, je ne reviens pas, c'était très bien expliqué par notre collègue anesthésie. Et puis la durée d'hospitalisation, c'est vrai qu'on n'a pas l'impression d'avoir un gain considérable, 0,5 jours, une demi-journée entre la laparoscopie et la robotique. Pour autant, ce qu'il faut considérer, c'est que quand on faisait la laparoscopie, on avait que moins de 20% d'écurage, et c'est des écurages limités. Maintenant, on a plus d'un tiers des patients qui ont un écurage, donc écurage extensif. Donc finalement, on a quand même beaucoup gagné. Et vous voyez que les niveaux, on arrive à les faire sortir à 3 jours et demi, mais les niveaux 2, on ne peut pas les laisser partir avant 4 nuits, et les niveaux 3 avant 6 nuits. Donc c'est effectivement le problème. Insister sur la partie information et consigne et le lien pour les patients et savoir où s'adresser, à qui s'adresser, à nous principalement, quand il y a un souci. Pour les tumeurs du rein, alors là, je vous ai montré une image sur les tumeurs du rein, c'est l'évolution globale des néphrectomies en France. C'est un peu surprenant. En gros, il y a 10 000 tumeurs du rein en France. Donc ça fait 9 500 néphrectomies. Il y en a maintenant de plus en plus qui sont surveillées pour les petites tumeurs chez les personnes âgées. Alors la vision globale n'est pas la vision des centres référents. La vision globale, c'est qu'il y a certes une diminution de la néphrectomie totale par rapport à une augmentation de la néphrectomie partielle. En fait, les courbes se croisent aujourd'hui. Et dans les centres référents, aujourd'hui en 2017, on est plutôt à 2 tiers de néphrectomie partielle, 1 tiers de néphrectomie totale. Et on fait des néphrectomies totales partielles pour toutes les tumeurs moins de 4 cm. Et on va en faire le plus possible, sous réserve de localisation, qu'elle ne soit pas trop intrasinusale, pour les tumeurs jusqu'à 7 cm. Et on voit ça notamment John Hopkins, et vous regardez, alors là, si on focalise juste sur la néphrectomie partielle, les technologies pour la néphrectomie partielle qui ont permis de réduire la durée de séjour. Et vous voyez, alors c'était un petit peu ancien, mais c'est tout ce que j'ai trouvé là-dessus, c'est assez intéressant, au 2000-2011. Vous voyez, le rouge, c'est les partielles ouvertes, et le bleu, c'est le mini-invasif avec le robot qui monte. On voit que de plus en plus, on réduit l'ouvert, on augmente la robotique, ce qui permet effectivement d'abord de pousser les indications de partiel de préservation néphronique, et également de réduire les durées de séjour. Ça, c'est une diapo du Memorial Sloan Kettering à New York qui est intéressant parce qu'on voit que, vous voyez à gauche en A, c'est les néphrectomies partielles, ici les néphrectomies totales, la ligne pleine, c'est le chirurgie ouverte, et la ligne pointillée, c'est la laparoscopie. Vous voyez que dans les deux cas, partiel ouvert, ouvert laparoscopie, on a réduit drastiquement les durées de séjour, en jouant bien sûr sur une activité, une reprise d'activité, un lever précoce, et effectivement la partie nutritionnelle qui est également adaptée. Alors, pour la néphrectomie, pour conclure sur la néphrectomie, effectivement, la question aujourd'hui, c'est avec l'augmentation du nombre de partiels, c'est le point des patients, c'est qu'on ne peut pas arrêter d'anticoagulant anticoagulant, parce que quand on pousse l'indication partielle, il y a des risques hémorragiques, c'est pas facile, effectivement, on est face à trop tôt. La technologie nous a aidé, notamment la robotique, nous a permis d'avoir un geste plus précis et d'étendre les indications. Il y a une équipe à Bordeaux qui a publié récemment la partielle en one day. Alors donc, effectivement, c'est de l'ambulatoire. Alors c'est des patients ultra sélectionnés, mais c'est très intéressant qui ait fait ce travail. C'est des patients très sélectionnés avec toutes petites tumeurs, très exophytiques, du pôle inférieur, sans anticoagulant. Mais ça a montré que c'était possible et en organisant bien le retour des patients en cas de problème, ils avaient plutôt des bons résultats. Donc pour un groupe de patients sélectionnés, ça peut être intéressant. Enfin, je termine avec la cystectomie. La cystectomie qui est clairement, peut-être pas l'intervention la plus techniquement difficile, mais en tout cas qui est la plus lourde, parce que d'abord les patients n'ont rien à voir, les patients sont souvent des patients qui ont des comorbidités plus importantes. Et là, c'est un très bon exemple, en tout cas pour nous, pour l'urologie, où pour les caractéristiques du patient, les comorbidités sont plus importantes à prendre en compte que l'âge. L'âge est finalement un élément plutôt secondaire. Par contre, l'importance des comorbidités qui sont mesurées par un score de Charlson est importante. Et sur la prise en charge, là on reprend les mêmes données sur la partie effectivement technique anesthésique chirurgicale. Et puis sur le médical post-op, et là il faut insister un petit peu, effectivement là le reprise du transit, puisqu'il y a un geste à la fois urologique, urinaire et digestif. Et c'est vrai qu'on limite au maximum les sondages de gastrique. Alors en urologie, en tout cas chez nous, on a tendance à les laisser un peu trop longtemps, et également les morphiniques. Le problème toujours, parce que là aussi il y a des curages extensifs de la lymphobrée qui peut contribuer à garder les patients sur plus longtemps.
Théoriquement, finalement, quand on regarde les séries, alors je mets de côté quelques séries américaines où les gens sortent à J3, mais il y a aussi une considération économique là-dessus. En France, on pourrait, en Europe, envisager un certain nombre de sorties pour des patients très sélectionnés par le J7. Et on peut même, on le fait de temps en temps, effectivement, enlever les sondes urétérales qui sont toutes des sondes urétérales classiques, mais qui sont des sondes monogiques. Donc les gens sortent avec les sondes urétérales, avant c'était impensable, puisqu'elles étaient fixées à la sonde musicale. Là, ce sont des sondes monogiques qui peuvent même sortir en transcutané. On peut les enlever à J7 et puis la sonde musicale à J10. Le médico-économique, je l'ai mis en vert et pas en rouge, parce que c'est le seul domaine où les bornes basses ne nous limitent pas, puisque faire sortir une cystectomie en 4000, ça paraît quand même difficile, enfin ça viendra peut-être, mais c'est pas pour tout de suite. Donc pour conclure, reprendre les éléments essentiels, comorbidité en neurologie plus que l'âge, les informations d'amont et consentement et la coopération, faire quelque chose d'actif avec le patient, et la prise en charge, donc le binôme chirurgien-anesthésiste, la révision précoce, et puis j'insiste sur la qualité et la continuité du suivi d'aval avec toutes les consignes médicales. Ça a été dit, la capacité d'accueil en cas de consultation, dire au patient où est-ce qu'il doit aller et organiser le retour, le lien avec la médecine de ville, et puis bien sûr ne pas éluder les problèmes économiques qui sont parfois un frein. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, M. Catino. Est-ce qu'il y a des questions? Si je voudrais faire une remarque un peu plus philosophique. Mme Buzyn a dit il faudrait qu'en 2020, il y ait 70% de chirurgie ambulatoire. Dans son topo, j'ai vu qu'il n'y avait a priori pas beaucoup de chirurgie ambulatoire. Oui, mais je vais. Donc, pour répondre à Mme Buzyn, il faut une donnée, puisque j'ai été interviewé là-dessus il y a quelques jours. Et la donnée qu'on n'a pas, j'aimerais que tu me la donnes. Si on prend l'ensemble de l'urologie et de la cotation en urologie, il faudrait qu'on connaisse qu'est-ce que représentent les petits actes qui peuvent être faits. Si elle en a assez, elle va dire qu'il y aura 70% de chirurgie ambulatoire. Donc c'est ça qu'il faut que si tu veux replacer le cadre 70% de chirurgie ambulatoire dans le cadre de ce qu'on fait. Il est clair qu'à l'IML, vous n'êtes pas, je ne sais pas, je ne parle pas parce que je ne suis pas à l'IML, mais c'est pas le phimosis, ce n'est pas votre cup of tea. Donc est-ce que la ministre, quand elle dit je veux 70% de chirurgie ambulatoire, tu vois qu'est-ce que ça veut dire par rapport à l'urologie? Est-ce que tu as une idée des... Alors, si on inclut tout, alors honnêtement, je n'ai pas les chiffres, si quelqu'un a les chiffres de circoncision en France, Bernard, je ne sais pas si vous avez une notion, moi je n'ai pas la notion du nombre de phimosis qui sont faits en France. Les prostatectomies radicales, en gros, c'est 17 000. Voilà, ça donne une idée. Donc les 17 000 prostatectomies radicales faites en France. Et les cystectomies, c'est moins de 3 000. Et les néphrectomies, c'est effectivement, on l'a vu, à peu près il y a 9 500, 10 000. Donc ensuite, ce qui fait le gros de l'activité urologique, c'est les résections. Les résections de prostate, toute la de prostate qui est d'ailleurs devenu aujourd'hui quasiment l'intervention aux appuis la plus répandue, toutes spécialités confondues. Et puis, effectivement, les petits gestes, hydrocèle, varicocèle beaucoup moins, mais hydrocèle, circoncision. Donc, effectivement, si on inclut tout ça, c'est vrai que la partie adénome, on doit pouvoir aller vers l'ambulatoire. Mais on n'ira pas à 70%, même probablement sur l'ambulatoire, parce qu'il y a le problème des anticoagulants. On a de plus en plus de gens qui sont anticoagulants, et on se rend compte que même les équipes, et on n'est pas, ils font quasiment que l'ambulatoire, en fait, on va avoir des MS qui ne font pas l'ambulatoire. On est à 2 jours et demi, parce qu'il y a des gens qu'on est obligé de garder, parce qu'on a le problème de la sonde et de l'hématurie. Et quand les gens ont une hématurie dans la sonde, on ne peut pas les sortir à l'image. Donc oui, on ira vers quelque chose qui sera plus élevé que ce que vous faites, là on a focalisé sur la chirurgie majeure. Mais si on met de côté, comme effectivement vous dites, la chirurgie, circoncision, hydros, etc., l'ambulatoire, ça peut arriver, mais ce n'est pas pour tout de suite sur la chirurgie majeure. Oui, M. Martin. Ce qu'il faut voir, c'est que dans d'autres spécialités comme dans les autres spécialités, ce qui était souvent en ambulatoire, alors on parle de phimosis, ça va devenir de la chirurgie de cabinet. Donc c'est encore moins que l'ambulatoire, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'hospitalisation. Oui, bon, donc dans notre spécialité, effectivement, les comorbidités pour les cystectomies, c'est pas la même maladie que la prostatectomie radicale où on opère beaucoup de gens qui sont en bonne santé. Néanmoins, ça n'empêche pas qu'on peut faire beaucoup d'efforts, ce que tu as montré qui est vraiment remarquable. Vous avez expliqué qu'en chirurgie thyroïdienne, on pouvait avoir des hématomes compressifs dans les heures qui suivent l'opération. Et alors on a toujours vu les urologues s'embêter avec des histoires de décariotage. Mais c'est quand même assez spécifique à l'urologie, cette histoire. Et comme c'est dans les événements de l'application de la en termes de gestes, et
Ça survient quand ces hémorragies? Ça survient dans les premières heures, pendant les 3 premiers jours, les 6 premiers jours Il y a un problème d'hémorragie post-opératoire pour le patient qui a eu une énulation, quelque chose qui effectivement qui saigne dans les 24 à 48 heures. On peut enlever la sonde que ses urines sont claires. Sinon, soit les urines sont vraiment très foncées, c'est un lavage, soit sinon ils ont besoin de voir beaucoup. Bon. Mais on peut le laisser partir à domicile, clairement, quand on a enlevé la sonde et qu'il a uriné bien clair. Donc là, il y a un premier risque en post-opératoire immédiat, et puis la chute d'escarre qui intervient, voilà. Mais ça, c'est pas tellement un sujet. Le sujet de la chute d'escarre n'est plus tellement un problème. Si vraiment, enfin, ça peut arriver avec ces amis, le problème, c'est vraiment les 2-3 jours qui suivent l'intervention, où voilà, effectivement, surtout quand on va reprendre les anticoagulants, si on fait les anticoagulants, où là, effectivement, on sait que ça majeure un peu le risque. Donc, effectivement, ça reste toujours effectivement un temps magique. Ok, merci.